Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idewani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Insécurité au Mali, que faut-il craindre? Plusieurs attaques meurtrières ont été enregistrées ces dernières semaines avec de nombreuses victimes. C'est le cas à Sévaré, Bandiagara, Nara et Meneka, entre autres. Quelle analyse de cette situation? Que faut-il craindre? Quelles sont les possibles solutions? Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose le débat. Nos invités, Dr Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S, Baba Dakono, spécialiste des questions sécuritaires, Amadou Maïga, membre de la société civile de Mopti, qui à l'entame de ce débat nous avait faux bon. À la présentation, je suis Imrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Baba Dakono, comment se présente aujourd'hui la situation sécuritaire dans le pays? Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs des studios Tamani à travers le pays et au-delà. La situation sécuritaire malheureusement reste toujours précaire depuis 2012 que le pays a connu l'activisme des groupes extrémistes violents en confluence avec d'autres acteurs armés. On est dans une crise sécuritaire importante qui s'est manifestée d'abord au nord du pays et progressivement a gagné le centre et pratiquement tout le pays. La situation sécuritaire reste précaire en dépit aujourd'hui de toute l'offensive engagée par les forces de défense et de sécurité. Elle reste précaire principalement parce que ce qu'on dit depuis des années reste encore valable aujourd'hui. La réponse militaire, elle est parfois indispensable, elle est même nécessaire, mais à elle seule, elle est insuffisante. Et je pense que c'est aussi, dans la communication, il est important aussi, dans le travail de communication qui est fait, de rappeler que le type de menace face auquel le pays est ne peut être endigué en 2 ou 3 ans. C'est une lutte, comme je l'ai dit, multiforme, multisectorielle, globale. C'est une réponse globale qui pourrait venir à bout de cette insécurité. Donc la réponse militaire doit être accompagnée de tout type de réponses dont les résultats peuvent venir 1 année, 2, voire 10 ans plus tard. D'accord. La situation sécuritaire reste précaire selon Baba Dakono et la réponse militaire est insuffisante. Elle doit être accompagnée par d'autres. Alors, est-ce que c'est le même cas que vous avez comme analyse? Oui, c'est vrai que quand on parle de la situation sécuritaire dans le contexte malien, il serait bon d'élaborer à partir des poches d'insécurité. Quand on prend par exemple, la région de Ségou, il y a 2 ans de cela, et comparer l'état de la sécurité en 2020 à celui d'aujourd'hui en termes d'accès aux champs agricoles, en termes de mobilité des personnes, en termes même de la fréquence d'attaques dirigées à la fois contre les populations et les SEMO de l'État, en l'occurrence les éléments de force de défense de sécurité, naturellement, on peut parler d'un début d'accalmie. Ce que dit Baba est évident. L'insécurité liée au terrorisme s'appelle le longtemps. Vous allez interagir aujourd'hui avec un nombre important de populations vivant dans des localités comme Nyono, Farabougou et au-delà. Elles vous diront que la plupart des champs qui n'étaient pas accessibles par le fait d'insécurité les sont de plus en plus. Donc, peut-on dire que les réponses militaires apportées à ce stade ont cette permis d'assister à ces débuts d'accalmie, même s'il y a d'autres types de réponses également qui sont menées à la fois par des acteurs nationaux et non internationaux dans cette même partie de la région de Ségou, dans ces mêmes parties de la région de Ségou. Lorsqu'on glisse un peu aussi vers la région de Mopti,
en essayant de contextualiser, de circonstancer l'insécurité, on se rend compte que le fuseau-centre connaît quand même un début d'articulation ou de réarticulation. Imaginez un peu la mobilité entre Douanza, Sévaré ou Mopti, la mobilité entre Moti, Banyangra et Koro, elle avait été par endroits et par moments très réduite. Il y a aussi 2 ans de cela. Mais si vous allez à partir des faits plausible aujourd'hui, dans la plupart de ces localités, effectivement, on assiste de plus en plus cette possibilité de se mouvoir, certes avec des risques, mais en tout cas les gens arrivent à se mouvoir. Il fut des moments où des axes avaient été carrément désertés par des transports en commun, de même également par des moyens de déplacement personnels. Donc à ce niveau, on peut dire aussi qu'il y a des avancées, mais pas tout mouti. Il y a quand même des poches. Très rapidement, les Ouarou ou les parties dites communément derrière le fleuve, qui restent toujours sous l'emprise d'incursions de groupes radicaux violents. Maintenant, là où le bilan il est vraiment sérieusement nuancé, ce sont les régions dites nord du Mali, notamment toutes ces localités d'Ansongo, de Menaka. Nous allons en parler tout à l'heure. Baba Dakono, tout à l'heure vous disiez que la situation sécuritaire reste précaire. L'attaque kamikaze visant la zone aéroportière de Mopti était-elle prévisible? Alors, je pense que dans le contexte dans lequel le pays se trouve aujourd'hui, toutes les attaques sont prévisibles, dans la mesure où on sait que les groupes extrémistes violents sont présents, ils ont des ambitions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les cibles sont là. Mais la particularité de ce que les gens appellent terrorisme, c'est que c'est pas comme il y a une phrase ou une expression assez galvaudée, guerre asymétrique. Cette guerre asymétrique, pour comprendre, c'est que la belligérance ne se fait pas de façon frontale. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe armé organisé qui fait face à un autre groupe armé organisé avec des lignes de défense clairement établies, une sorte de guerre de tranchées, comme on a l'habitude de voir, mais c'est plutôt des groupes armés, des acteurs armés dont l'objectif est de semer la terreur. Et dans cet objectif de semer la terreur, c'est là où ils peuvent faire mal, en ayant beaucoup de bénéfices, et le principal bénéfice, c'est la psychose, c'est le nombre de victimes qu'ils peuvent faire à travers une attaque, et le moins de risques qu'ils peuvent prendre. Donc il y a un rapport bénéfice-coût qui a derrière toutes ces attaques terroristes. Donc dans ce cas, oui, les cibles sont là, et ces groupes s'attaqueront toujours au moment où peut-être on s'y attend le moins. Rappelez-vous, cette attaque est survenue le lendemain de la fête. Fatalement, on peut supposer qu'il y a une baisse de vigilance de tous les acteurs, l'engouement de la fête aidant, mais aussi ils s'attaquent toujours à un endroit où les possibilités d'action sont réduites. Donc, il y a... Pour répondre clairement à votre question, oui, cette attaque et toutes les autres attaques, parce qu'on est dans un contexte où les groupes extrémistes violents agissent. L'armée s'est-elle préparée à faire face à cette guerre asymétrique dont vous parlez? Je pense que de plus en plus, c'est pris en compte. Je pense que l'évolution, au-delà de ce qu'on observe d'un point de vue opérationnel, doit concerner même le curriculum au niveau des écoles de guerre, parce que pendant toutes les années passées, l'enseignement militaire et même le renforcement des capacités qui se fait à travers les formations, les écoles de guerre, est fondé sur les aspects militaires qui sont aujourd'hui peut-être en déphasage avec ce qui se passe sur le terrain. Comme je l'ai dit, de façon opérationnelle, l'asymétrie de la guerre est prise en compte, mais je pense qu'au-delà même de l'opérationnel, on doit intégrer dans l'enseignement et dans le perfectionnement des militaires cette question asymétrique. Encore une fois, je le dis,
les aspects militaires sont très importants dans cette lutte. Je ne vais pas catégoriser et hiérarchiser l'importance entre les différents aspects, mais les autres aspects ne sont pas négligeables parce que ce qui permet de façon durable de résoudre la crise. Tout à l'heure, quand je parlais de précarité, la précarité, c'est quoi? C'est qu'une offensive militaire peut permettre, par exemple, de déloger des groupes, de défaire une base, de sécuriser une localité, mais pour un temps. De façon durable, ce qui permet, après l'action militaire, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'incidents du type qui a amené les militaires à agir, c'est la prise en compte des causes, notamment structurelles, qui ont amené, par exemple, l'adhésion de certains acteurs, de certaines populations, de certaines communautés aux groupes extrémistes violents. Donc, tous ces aspects doivent accompagner la lutte militaire. Et c'est en ce moment, on pourra dire que véritablement, de façon intégrée, l'aspect asymétrique est pris en compte. De façon concrète, au regard de ce qui se passe sur le terrain, peut-on parler de montée de l'insécurité? De quoi? Montée de l'insécurité. Oui, là où peut-être je vais nuancer les propos de Dr Tounkara tout à l'heure, c'est que au cours des 2 dernières années, il s'est passé un certain nombre de choses qui sont à analyser, à prendre en compte quand on parle. C'est vrai que le temps souvent d'expression dans les médias, on parle rapidement, mais quand on a le temps, il est important de rappeler certaines évolutions factuelles. L'une d'elles, et qui est peut-être largement répandue, c'est la question de la montée en puissance de l'armée. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est beaucoup plus offensive. Il y a quelques années, c'était une armée qui était pratiquement statique, donc qui faisait qu'elle était la cible de nombreuses attaques. Aujourd'hui, c'est une armée qui bouge avec un vecteur aérien renforcé, donc une capacité aérienne opérationnelle renforcée. Donc, tout ça atteste en fait de la montée en puissance de cette armée. Mais en plus de ça, il y a aussi dans le centre du Mali, par exemple, il y a eu la signature de multitudes d'accords locaux. Et ces accords locaux-là ont permis cette accalmie relative à certains endroits qu'on a observé. Malheureusement, il y a quelque temps, et c'est peut-être ce qui a expliqué l'escalade de la violence dans certaines de ces localités, il y a eu une rupture dans certains accords locaux, mais il y a aussi entre les différents acteurs locaux présents, ou qui sont souvent ensemble, souvent en belligérance, il y a aussi cette question de pourquoi votre groupe a signé l'accord, pourquoi notre groupe n'a pas signé. Donc au sein même des communautés, il y a eu aussi des bisbilles entre ceux qui ont signé des accords qui ont été considérés par d'autres acteurs comme ceux qui ont trahi et ceux qui ne l'ont pas signé, qui sont principalement ceux qui accusent les signataires. Donc il y a eu ces différents accords locaux qui ont été signés. Il y a aussi les affrontements entre les différents groupes. Vous avez entre État islamique et le JNIM, il y a aussi d'importants affrontements, notamment dans le nord du pays. Donc, somme toute, et ces facteurs combinés font qu'aujourd'hui, peut-être on a le résultat qu'on a. Mais il est important d'identifier tous ces facteurs, justement, quand on parle de réponse. Selon Baba Dokono, l'attaque kamikaze contre la zone aéroportière de Sévaré était prévisible. Est-ce que le renseignement de l'armée a marché de ce côté? Bon, je ne suis pas dans le secret de ce qui a été fait en termes de renseignements obtenus. Mais quand on regarde déjà les acteurs qui sont à l'origine de ces attaques contre les installations militaires dans Mopti ou à Mopti, de même également, quand on regarde le nombre de ces acteurs, tous les s'entendent que, effectivement, ce sont des acteurs aujourd'hui qui sont quand même dispersés, ça c'est important. Dakuno a raison de dire que l'acquisition d'un certain nombre d'équipements, notamment aériens, a à coup sûr permis à l'armée malienne d'être de plus en plus mobile. Mais surtout, ces équipements aériens ont permis de porter des coups durs à des quartiers généraux de groupes radicaux violents. Pour rappel, quand on se souvient des différentes attaques qui ont été dirigées contre les éléments de force de défense de sécurité, tant dans les régions dites nord
que celle du centre du pays, il y a 2 ans de cela, voire au-delà. On se rend compte que c'était quand même des attaques qui avaient été perpétrées par des centaines d'hommes à moto, ou en tout cas en moyenne par une cinquantaine. Mais naturellement, aujourd'hui, les différentes attaques, qu'elles soient dirigées contre les postes de sécurité ou contre les installations militaires, sont des attaques quand même qui dénotent à combien les groupes radicaux violents sont affaiblis du point de vue numérique. Les groupes radicaux violents sont aux abois en termes d'équipement ou en termes de moyens logistiques performants. Et les groupes radicaux violents sont de plus en plus aussi même psychologiquement atteints parce que la faveur ou en tout cas l'ambiance avec laquelle les attaques été perpétrée dans les temps, cette ambiance, elle est certes présente, mais elle a sérieusement aussi subi des mutations. Mais en regardant ce qui s'est passé à Sévaré, peut-on parler d'une nouvelle stratégie de ces groupes armés, de ces groupes terroristes pour réduire l'efficacité de l'armée? Quand on fait à la limite un peu l'historique des mouvements armés terroristes à travers le monde, qu'on soit en Afghanistan, qu'on soit en Algérie, qu'on soit même en Syrie ou d'autres pays qui ont connu le terrorisme, les récentes attaques sont une illustration parfaite justement d'affaiblissement des groupes radicaux violents. Des mêmes cas ont été enregistrés en Afghanistan lorsque les talibans avaient été affaiblis, même si le groupe peut aussi être redynamisé. Des mêmes affaiblissements ont été enregistrés également quand on lit l'histoire du terrorisme en Algérie, même la Mauritanie à côté. Donc pour dire que ces attaques, certes très symboliques, parce qu'elles étaient quand même dirigées contre des symboles importants qui sont l'armée, les postes de sécurité. Mais dans le même temps, au-delà de la psychose, au-delà de ce sentiment de frénésie sécuritaire, que tout cela pourrait être né auprès des populations, à mon avis, ce sont aussi des gages de soulagement en termes de réponses qui sont en cours aujourd'hui. Là où le soulagement doit être quand même prudent, ça, ce sont ces aspects liés au développement qui sont cruellement absents après les actions militaires. Si vous prenez aujourd'hui la région de Ségou, la région de Mopti, sans occulter les régions dites nord du Mali, on se rend compte que les actions militaires, malheureusement, une fois qu'elles sont accomplies, elles n'interrogent pas les causes profondes de l'insécurité qui sont l'organisation sociale, la justice mal rendue, on peine, le fait que les gens peinent à percevoir l'utilité sociale de l'État, qu'est-ce qu'on fait objectivement pour que l'État apparaisse comme utile aux communautés, qu'est-ce qu'on fait objectivement pour que l'éleveur, l'agriculteur se rendent compte que le juge se moque pas mal de l'argent, se moque pas mal d'appartenance sociale, se moque pas mal d'appartenance religieuse. Malheureusement, ces autres pans de la lutte sont parfois mis en évidence, mais de façon très marginale, voire pas du tout selon la localité. Donc pour dire que la réponse militaire, si l'on veut la quantifier, elle peut à peine couvrir 30%. Les 70% des aspects restants sont les véritables orphelins aujourd'hui des réponses. Dans votre introduction, vous avez parlé de l'occupation de Ménéka. L'armée, dans un communiqué rendu public ce lundi, a demandé aux groupes armés signataires de coordonner leurs actions avec l'armée malienne. Est-ce que ce maillage peut-il avoir lieu? Le maillage va être difficilement consommable dans un avenir proche, quand on sait qu'aujourd'hui, un nombre important des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad serait en déphasage avec les actions que mènerait l'élite militaire au pouvoir. De vouloir, dans un avenir proche, imaginer des possibles actions conjointes entre l'armée loyaliste et les ex-rebelles me paraîtrait
à la limite un rêve quand on sait que, même si l'accord pour la paix et la réconciliation avait prévu à ce que, au terme de sa signature, qu'on assiste à cette fameuse armée reconstituée, qui est à la fois républicaine quand même, d'agir de concert. N'oublions pas quand même qu'il y a plus de 1800 ex-combattants qui ont été enrôlés dans l'armée régulière. De même également, on a un certain nombre d'éléments de l'armée dite reconstituée cantonnée à Kidal, mais malheureusement on se rend compte qu'au-delà des crises profondes entre les partis en présence, notamment la partie gouvernementale et la partie ex-rébellion, il y a quand même des véritables obstacles aujourd'hui qui empêcheraient à ce que cette armée agisse de concert avec la coordination du mouvement Lazare et même avec la plateforme, parce que l'armée a la ferme conviction, d'ailleurs ce n'est même pas une question de conviction, ça fait partie de ses missions, elle n'a pas justement à se substituer à une force hostile soit-elle, pour intervenir, où elle n'a pas à demander l'avis d'un quelconque acteur pour asseoir son dictat sur l'ensemble du territoire. Donc lorsque les acteurs sont dans une telle dynamique, les actions conjointes, elles peuvent être certes salutaires, mais dans la pratique, elles sont difficilement réalisables dans le mois à venir. Baba Dakono, est-ce à dire que l'appel de l'état-major général des armées aux groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation pourrait-il être entendu? Non, je pense qu'il y a quand même, il faut faire la distinction entre les deux dimensions de cette crise. Il y a la dimension politique et il y a la dimension militaire. Je pense que le chef d'état-major est certainement dans son rôle en le disant, mais de telles options, de telles stratégies, de telles approches se préparent à un autre niveau qui est un niveau politique. Et justement, à ce niveau politique, on sait qu'aujourd'hui, la situation est pratiquement à l'arrêt. Les discussions sont arrêtées entre les ex-rebelles et le gouvernement aujourd'hui. Le comité de suivi de l'accord ne s'est pas réuni. Il y a la médiation internationale qui tente des choses et qui n'ont pas jusqu'à présent fonctionné. Donc aujourd'hui, c'est difficile et je pense que si une telle option doit être faite, elle doit être faite au niveau politique. Et je suis d'accord avec Dr Tounkara sur le fait que beaucoup de choses aujourd'hui constituent des obstacles à la matérialisation, en tout cas immédiate, d'une telle option. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Ménéka, cet appel est-il un signe de faiblesse, un signe de faiblesse de l'armée ou un signe de regret? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de signe de faiblesse de l'armée. Comme je l'ai dit, le chef d'état-major est dans son rôle. Il a des informations que vous et moi, nous n'avons pas. Et il a des projets que vous et moi, nous ignorons. Donc, il est dans son rôle. Je ne pense pas qu'une lecture ou un jugement de valeur par rapport à un communiqué ou une communication du chef d'état-major soit productif dans le contexte actuel. Dans ce cas de figure, la situation sécuritaire est-elle en train d'être maîtrisée ou pas? Maîtrisée dans quel sens? Maîtrisée par l'armée? Je pense que, comme on l'a dit depuis le début, l'armée est dans son rôle, mais je profite peut-être de votre question pour remettre un point de vue, une opinion et une approche de communication par rapport aux derniers événements, notamment ce qui s'est passé à Sévaré. Je pense qu'on doit faire la distinction entre relativiser les choses et banaliser les choses. Relativiser les choses, c'est-à-dire par exemple l'attaque de Sévaré, les conséquences auraient pu être pires si l'armée n'avait pas eu la promptitude qu'elle a eue. La situation aurait pu être pire dans le sens où on aurait eu peut-être beaucoup plus de victimes, l'aéroport aurait été touché, donc la situation aurait été pire. Donc ça, c'est relativiser. Dire que relativement aux ambitions des auteurs de l'attaque, la situation a pu être maîtrisée. Maintenant, entre relativiser et banaliser, c'est de dire maintenant il ne s'est rien passé ou ce qui s'est passé, ce n'est pas grave.
Ça, c'est banalisé. Ce qui s'est passé, c'est grave parce que c'est des paisibles citoyens qui ont perdu la vie parce que certains dormaient, certains quittaient la mosquée. Donc, c'est vraiment pas un événement banal. C'est un incident qui a eu des conséquences dramatiques et il y a de nombreuses familles aujourd'hui qui sont en deuil face à la situation. Et donc, en termes de communication, je pense qu'il est très important de le faire. Et aussi de comprendre que ça se passe à Ménaka, que ça se passe à 50 km de Bamako, que ça se passe à Caille. Ce sont des familles maliennes qui sont victimes. Ce sont des Maliens, des citoyens maliens quelque part qui sont victimes de ces incidents-là. Et cette façon sélective de voir les incidents n'arrange pas la situation autrement politique du pays qui veut que nous soyons un ensemble national face à l'agression que le pays subit. Au regard de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain, qu'est-ce qui a changé concrètement dans cette lutte contre le terrorisme ? Je crois qu'on l'a dit, ce qui a changé surtout, c'est la posture de l'armée, le changement de paradigme à ce niveau. Comme on l'a dit, la posture, elle était statique il y a quelques années, mais on a eu une posture beaucoup plus offensive. Vous voyez les communiqués du chef d'état-major. Au-delà du communiqué, je pense qu'on a vent avec les acteurs qui sont sur le terrain, des opérations qui sont menées, qui sont souvent des opérations aéroterrestres, ou des opérations terrestres tout simplement, mais c'est une armée qui est beaucoup plus offensive en ces temps. Donc, fatalement, c'est une armée qui est montée en puissance. Mais là, encore une fois de plus, en termes de communication, il faut faire beaucoup attention. Parce que très souvent, les gens demandent, oui, mais l'armée monte en puissance, mais jusqu'à présent, il y a des attaques. C'est là encore, on remet la phrase ou la pensée qui consiste à dire que, attention, la montée en puissance de l'armée est réelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle va inverser systématiquement ou immédiatement la situation. Parce que, comme on l'a dit, la réponse militaire à elle seule est insuffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée d'autres types de réponses pour que véritablement et de façon durable, on puisse endiguer cette crise-là et que les actions, les offensives militaires puissent être inscrites dans la durée. Et le dernier point par rapport à cette situation que vous demandez, c'est aujourd'hui l'étendue de la menace. Comme je crois que le docteur Tounkara l'a rappelé, il y a quelques années, il y avait des zones de concentration où on savait que, par exemple, des zones de Boulkessi, Nampala étaient ciblées au moins une fois par mois. C'était régulièrement laissé. Aujourd'hui, vous avez vu, si vous avez une carte sous les yeux, vous allez voir, si on mettait des pointillés rouges, un rouge disparate, c'est-à-dire des attaques ont lieu à Koulikoro aujourd'hui, la semaine prochaine c'est à Ménaka, la semaine qui suit c'est à Caille. Donc c'est aujourd'hui l'étendue et l'ampleur de cette menace-là qui rend aussi difficile, d'un point de vue logistique, la réaction militaire en face. Vous avez dit tout à l'heure que la réponse militaire doit être accompagnée par d'autres réponses. Quelles sont ces réponses-là ? Des réponses politiques. Et je crois qu'on l'a dit, les causes sur lesquelles ou les facteurs sur lesquels ont prospéré cette insécurité ne sont même pas militaires. Vous avez des facteurs d'ordre sociologique, vous avez dans certaines localités des communautés, des sociétés qui sont hiérarchisées et l'arrivée de certains groupes extrémistes violents a été vue par certains acteurs communautaires comme un moyen de renverser l'ordre social, donc de s'appuyer sur cette puissance militaire nouvelle en présence pour inverser l'ordre social qui était là, qui n'a jamais été statique, c'est-à-dire de tout le temps les populations alternaient des périodes de guerre, de conflit, de paix, parce que justement l'ordre social dépend du plus fort du moment. Et justement, certaines communautés ont vu qu'une alliance avec les groupes extrémistes leur permettait d'être les forts du moment et donc de monter dans la hiérarchie sociale. Dans d'autres cas, c'est aussi des griefs que des gens ont contre la justice, contre les gardes forestiers, contre d'autres acteurs qui sont censés être des représentants de l'État. Donc fatalement, quand on a un grief contre ce représentant de l'État, le grief s'étend à l'État lui-même. Donc on a ces différents facteurs. Il y a aussi les facteurs économiques. On ne pourra pas peut-être revenir sur tous ces facteurs, mais le plus important, c'est de savoir que ces facteurs qui sont structurels, d'ordre sociologique, politique, économique, ont beaucoup contribué à l'endogénéisation de la menace terroriste. Et tant qu'on n'a pas pris en compte ces facteurs-là, il va être très difficile qu'on arrive à une solution, encore une fois, durable. Ali Tounkara, comment parvenir à instaurer la quiétude dans nos villes ?
Ça va dépendre de quelle ville, parce que c'est vrai que en fait, ce qui est important aussi, que dont nos auditeurs, téléspectateurs doivent davantage mettre le focus là-dessus, c'est de dire qu'attention, il n'y a pas de réponse globalisante. C'est vrai que du président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, l'impression qui est donnée consistait à dire qu'effectivement, les facteurs qui sous-tendent l'insécurité à Farabougou, à Djabali, à Nyono, à Tombouctou, à Soumpi, ou à Menaka, même à Ansongo, seraient les mêmes partout. Ça, c'est vraiment une grosse erreur de lecture qu'on fait de l'insécurité. Et d'ailleurs, laquelle erreur de lecture, elle est aussi perceptible dans les types de réponses qui sont proposées. Je pense que, à mon entendement, du point de vue officiel, même si certaines organisations de la société civile ou certains partenaires au développement avaient tenté par endroit de comprendre le type de la menace et les acteurs qui seraient derrière la menace en question. Mais malheureusement, dans les réponses dites officielles ou publiques, on se rend compte qu'on n'a pas clairement interrogé les singularités propres aux localités en termes de conflictualité. Par exemple, des localités où l'un des facteurs clés du conflit serait l'accès et la gestion des ressources naturelles. Comment voulez-vous que des hommes qui ont regagné Hamadou Koufaou Yadagali parce qu'ils ont la ferme conviction que la gestion locale des ressources naturelles est injuste, et vous voulez que les militaires apportent des réponses durables à cette gestion des ressources naturelles, c'est là que vous allez vous rendre compte que pourquoi beaucoup de réponses peinent à asseoir une paix durable. De même également... Mais qu'est-ce qui explique cela? Parce que justement, le diagnostic, déjà, il est biaisé. Parce que nous avons un diagnostic globalisant, ce qui est très grave dans cette insécurité liée au terrorisme. Des éléments sont importants à comprendre. D'abord, le phénomène. D'abord, son caractère complexe, c'est important. Pour dire qu'il n'y a pas que l'injustice sociale, il n'y a pas que l'absence de l'utilité sociale de l'État, il n'y a pas que le comportement orthodoxe de certains symboles de l'État, il n'y a pas que. Donc il faudra comprendre qu'il y a cette connexion entre les facteurs. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui me paraît aussi important, c'est plutôt cette dimension dynamique du phénomène. Si vous demandez aux populations d'Ansongo de 2012 à maintenant, de vous décrire l'insécurité, vous posez la même question aux populations de Yuwaru, vous allez vous rendre compte que non seulement le type d'insécurité a muté, mais dans le même temps, les acteurs qui sous-tendent cette insécurité ont connu tellement de changements profonds. Donc d'où l'impérieuse nécessité d'avoir des réponses contextualisées et surtout circonstanciées. Et c'est extrêmement important que ce travail de cartographie dynamique soit réalisé par l'État si il veut réellement arriver à des réponses durables à cette insécurité. C'est vrai, les gens vont parler de réponses holistiques, ça ne veut rien dire justement. Les réponses holistiques, il faut que ce travail, très méticulé, je le reconnais, qu'il soit mené par l'État. Mais je n'ai pas connaissance, peut-être que M. Dakounou a des rapports dont je n'ai pas forcément accès, où l'État du Mali, du président Ibrahim Boubacar Keïta, militaire au pouvoir, on a procédé par ce travail sectoriel, par ce travail qui va plutôt interroger les dynamiques en fonction des spécificités propres au terroir. Mais malheureusement, on est dans ce flou. Donc je pense que les réponses militaires sont indispensables, mais la dimension idéologique dans ce conflit, elle est très peu interrogée, parce qu'il y a quand même des hommes qui ont regagné ou qui ont cru à la sincérité du message d'Yadagali ou de celui des Sahraouis. Maintenant, comment mettre à contribution toute cette élite religieuse en termes de messages religieux, comment mettre aussi à contribution justement toute cette ingénierie locale en termes de mécanismes de prévention et de gestion de conflits, ce concert entre les logiques, il n'est pas tout à fait mis à profit dans la durée. Il y en a qui l'ont tenté, mais franchement, comment mettre ce concert ou ce dialogue entre les logiques en termes de réponse dans la durée, c'est extrêmement important. L'autre élément, pour finir ici, ce sont ces questions de frontières. Il faut quand même être réaliste. Mais si l'on fait appel à tout Moscou, qu'on fait appel à tout Washington, à tout Paris, si des pays qui nous entourent n'agissent pas de concert avec le Mali,
on ne va jamais assister à la fin de cette insécurité liée au terrorisme. Je reconnais qu'il y a des actions tripartites ou multidimensionnelles entre les armées. Par exemple, on a parfois des actions conjointes entre l'armée malienne, l'armée mauritanienne et l'armée sénégalaise. Mais il ne s'agit pas d'engager ce genre d'action, mais plutôt à comment trouver une sorte de passerelle entre les armées qui sert en termes de lutte contre les groupes radicaux violents. Elle n'existait pas, cette passerelle. D'où l'épineuse question aujourd'hui d'interroger les génies maliens qui pourraient nous aider à ramener le Niger à ce que des actions conjointes soient engagées entre l'armée malienne et l'armée nigérienne. Penser qu'on peut lutter efficacement contre l'État islamique dans les parties dites des 3 frontières en mettant les Niger. D'ailleurs, l'armée malienne a engagé une opération militaire avec le Burkina Faso dénommée Capidougou. Capidougou 2 qui a été lancé le 21 avril dernier. Est-ce que cela va contribuer à réduire l'efficacité de ces groupes terroristes? Sauf que les hommes de Malam Jafar Diko, ils vont juste quitter Burkina pour aller se retrouver sur le territoire nigérien. Or, on sait qu'avec le retrait du Mali du G5 Sahel, il n'a plus le droit d'aller au-delà de ses frontières. Donc, voilà, pour vous dire que dans cette lutte contre l'insécurité, c'est très bien d'écouter les populations, mais elles n'ont pas assez d'éléments pour voir les choses. Ce n'est pas les sensationnels qui peuvent nous amener à des réponses durables. On ne peut aucunement aujourd'hui en tout cas assister à un début d'accalmie dans la durée sans avoir cette collaboration militaire réelle, efficace et durable avec le Niger. De la même manière également, on entend parler de la région de Koulikoro, l'ancienne région de Koulikoro, toutes ces attaques qu'on observe à Nara, ça et là. Mais pensez déjà à cette forêt qui sépare le Mali de la Mauritanie. Les quelques actions timides qui sont menées entre l'armée malienne et l'armée mauritanienne ne concernent pas la lutte contre les groupes radicaux violents. Or que si le Mali ne parvient pas à amener la Mauritanie à agir de concert, ça va être compliqué. Donc pour vous dire que c'est vrai, des efforts d'acquisition d'armement, de formation de militaires, d'adaptation de différents curricula au type de menaces sont une évidence. Mais sauf que là où les limites sont aussi plausibles, ce sont ces insuffisances liées à la boule diplomatique entre Bamako et certaines capitales de la sous-région. Baba Dakono, et si on laisse le soin aux acteurs locaux d'initier des initiatives de paix, de résolution de conflits et qui connaissent les acteurs qui sont à la base de cette insécurité dans leur zone, peut-on parler d'une paix durable qui va venir plus tôt? Je ne pense pas que les approches exclusives soient la solution. Ça pourrait être... Il y a 2 éléments importants, dont un a été rappelé tout à l'heure par le Dr Tounkara, le fait que la menace n'est pas uniforme. Bon, même si globalement ce sont des acteurs extrémistes violents, les manifestations de la menace dépendent très souvent du contexte local, c'est-à-dire la présence ou comment les groupes gèrent leurs rapports avec les communautés à Uaru, c'est pas la même chose à Menaka ou même à Douenza. Donc dans chaque localité, les réalités peuvent être différentes. Donc dans ce contexte, on ne peut pas faire juste un copier-coller des réponses un peu partout. Donc chaque localité aura besoin de réponses souvent spécifiques. Cela n'exclut pas, encore une fois, je l'ai dit, je ne pense pas que des solutions exclusives soient la réponse. Cela n'exclut pas que d'autres types de réponses soient transversales, telles que l'utilité de l'État. Je crois que toutes les localités ont besoin aujourd'hui pas que de la présence de l'État, mais de la présence d'un État utile. C'est-à-dire un État qui répond aux attentes des populations, qui soigne, qui éduque, qui sécurise, qui protège et qui rend une justice acceptée par tous. Ça peut être une option transversale. Mais au-delà de ça, l'exemple que vous venez de prendre tout à l'heure, impliquer les acteurs locaux, c'est possible même par endroits. Dans certaines autres localités, c'est impossible parce que justement, ce sont les acteurs locaux ou les porteurs de voix de ces acteurs locaux qui sont la cible de ces groupes-là ou qui sont
au cœur du problème. Dans certains cas, certains acteurs locaux font partie du problème. Donc, comme on a dit, on ne peut pas trouver la solution à un problème avec ceux qui sont le problème. Mais, comme je l'ai dit, dans certains cas, c'est encore possible de le faire. Mais dans tous les cas, je pense que les solutions endogènes peuvent être les meilleures. Endogènes dans le sens où elles partent des réalités locales, elles sont construites avec les acteurs locaux. D'accord. Alors aujourd'hui, dans l'urgence, qu'est-ce qu'il faut pour ramener la paix dans ces localités du Mali qui souffrent aujourd'hui? Déjà, arrêter de croire qu'on peut ramener la paix dans l'urgence. Je pense que c'est peut-être, oui, parce qu'il y a une dimension politique. Vous savez, on est dans un pays où il y a une instabilité politique au cours des dernières années. Et cette instabilité politique repose en grande partie sur la crise sécuritaire. C'est-à-dire, on a l'impression que cette crise peut être résolue tout de suite et qu'avec tel ou tel choix, on peut mettre fin à l'insécurité. Et quand les attentes ne sont pas comblé au bout d'un laps de temps, on a de plus en plus de voix qui disent ah non, qui s'élèvent, etc. Donc, je pense que l'approche est de comprendre que c'est une lutte de longue haleine. Elle repose encore une fois cette crise sécuritaire. Le truc, et je vais peut-être profiter pour le rappeler, c'est que ce soit la question du terrorisme, que ce soit la question de la criminalité organisée ou d'autres types de violences qu'on observe dans le pays, le point commun entre ces différentes crises, c'est qu'elles ont prospéré sur une certaine forme d'insurrection armée qui elle-même repose sur des griefs et des frustrations portés par certaines communautés ou certains acteurs de certaines communautés. Donc, quand on est dans de telles situations, les réponses prennent souvent le même ou sinon plus de temps que le processus de délitement ou de déstructuration. C'est-à-dire, pendant de nombreuses années, il y a eu une déstructuration, il y a eu des frustrations qui se sont accumulées, des griefs, etc. Donc, les réponses peuvent prendre autant de temps, sinon plus. Donc, il y a les solutions à court terme. L'option militaire, par exemple, fait partie des solutions à court terme, immédiates. Il y a les solutions à moyen terme, il y a aussi les solutions à long terme. Donc, l'idée, c'est d'avoir une réponse qui, justement, est construite sur un séquençage qui permet de voir, voilà tel type de réponse urgente qu'il faut pour ne serait-ce que pacifier l'environnement. Une fois que c'est pacifié, voilà les réponses de moyen et de long terme qui permettent de prendre en compte les défaillances dans la gouvernance, qui permettent de rétablir la confiance entre des acteurs sociaux qui sont en rivalité dans certains cas, ou qui permet d'avoir une justice plus accessible, plus rapide et mieux perçue par les populations. Vous avez dit tout à l'heure qu'il serait difficile ou voire impossible de ramener dans l'urgence cette paix, que c'est une lutte de longue haleine. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour le retour de la paix dans ces zones-là? Bon, déjà, je ne pense pas avoir utilisé le mot impossible parce que je l'utilise rarement. Il faut arrêter de croire qu'on peut mettre fin à la crise tout de suite. Et à moins que vous voulez que je répète ce que je viens de dire, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pacifier d'abord le pays. Pacifier le pays, ça se passe à travers des opérations militaires, mais aussi le désarmement des acteurs armés, que ce soit dans le cadre des mouvements indépendantistes ou que ce soit dans le cadre des groupes armés terroristes. Et en parlant des groupes armés terroristes, quand on parle de désarmement, je pense qu'il y a des expériences dans le pays, mais dans d'autres pays où il y a eu un processus de récupération de combattants. Et ça, je pense que les Tounkara ont fait une étude en 2016 qui a justement permis de mettre le doigt sur certaines logiques d'engagement des combattants dans ces groupes-là. Et quand on connaît ces logiques-là, on peut apporter ou faire des offres qui puissent permettre d'extirper des personnes ou des combattants dans ces groupes-là. Ensuite, après cette opération de pacification, maintenant déployer ou parallèlement, j'allais dire, pour que le séquençage soit bien construit, parallèlement déployer les réponses politiques en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes de justice, mais aussi économique, parce que l'autre chose aussi est de pouvoir offrir des alternatives aux différentes personnes et aux communautés, aux acteurs économiques pour leur subsistance. D'accord. Docteur Ali Tounkara, le retour de la paix est-il possible au Mali ? Oui, bon, quand on regarde un peu comme dans l'histoire, je pense que, bon, je ne vais pas faire peur à nos téléspectateurs et auditeurs, mais les gens sont pressés, malheureusement, parce que partout l'insécurité liée au terrorisme a vu les jours. Il
faut quand même s'inscrire dans le longtemps. Donc, en gros, d'ici à 2040, je ne sais pas un souhait, mais c'est juste un point de vue. D'ici à 2040, si vous entendez des attaques, il n'y a rien d'étonnant, quoi, en fait. Donc, pour dire que il faut non seulement aller avec le longtemps, mais dans le même temps, je pense qu'il y a quand même 2-3 points au Mali qui sont peu abordés en termes de réponse. Rapidement, le premier point, la question du dialogue avec les groupes radicaux violents, avec les référentiels musulmans, Yaraga Ali, Hamadoun Koufa, peu d'efforts dans ce sens. La question épineuse de l'application ou non de l'accord pour la paix et la réconciliation, même si cet accord est sur toutes les lèvres, mais objectivement, très peu d'actions concourent à une refonte ou à une application effective de l'accord pour la paix. Il faut vraiment régler cette question. L'autre élément important, la question de la pyramide sociale. On a quand même de communautés qui ont la ferme conviction que les inégalités sont légitimes et même normales. Je pense que ce n'est ni les réformes institutionnelles ou administratives qui peuvent apporter des réponses à cela, ni les réponses militaires qui peuvent permettre d'interroger les terroirs et également d'asseoir ce dialogue substantiel avec Yaraga Ali, Hamadoun Koufa. Donc, ça sont des chantiers malheureusement qui sont un peu battus dans le contexte. Merci Ali Tounkara. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'insécurité au Mali. Que faut-il craindre? Et nous étions avec Dr Ali Tounkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S, Baba Dakono, spécialiste de questions sécuritaires, Amadou Maïga qui nous a fait feu bon, il est membre de la société civile de Mopti, à la régie vidéo Mamadi Keïta, à la mise en onde Seydou Dao. Ce débat a été coordonné par Mohamedou Touré. À la présentation, je suis Imrana Kilo Maïga. Vous avez donc la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat.